Rhythm makes everything move. Pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres, telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. L'audace est le moteur de tout, cette disposition de l'esprit, cette force en action qui permet de surmonter les obstacles pour améliorer et transformer la société. Dans la conduite et la maîtrise du monde, l'audace n'est pas un programme. Elle nous englobe tous. Elle est une manière d'être, une attitude face à l'action. Cette année, la Cité de la Réussite vous invite à découvrir, partager ou renouer avec l'audace. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant.
Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être ici pour ce débat sur un sujet important, le climat. Jamais dans notre histoire, dans l'histoire de l'humanité, la conscience de vivre sur un modèle de civilisation à bout de souffle n'a probablement été aussi aiguë. La nécessité de changer de logiciel n'est plus une lubie d'utopiste. C'est une idée majeure en phase d'émergence. Cette nécessité porte un nom, elle s'appelle la transition. Elle consiste à passer d'un monde à l'autre, ce qui suppose à la fois de comprendre et d'acter les limites du XXe siècle, mais aussi d'imaginer un siècle réellement neuf. Difficile aujourd'hui de dire, s'il vous plaît, difficile aujourd'hui de dire si le XXIe siècle sera celui-là ou si les retards inhérents à tout grand projet nous renverront au XXIe siècle, à supposer qu'on en ait la patience. Sur la question du climat, les constats sont établis. Le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, vient de présenter son rapport annuel la semaine dernière, dont le résumé se trouve dans les 2 pages que personne n'a lues, puisque les diplomates ont décidé de les ôter du rapport. En 2 pages, les experts disent qu'il ne faut pas dépasser, c'est un peu technique, pardon, les 1000 gigatonnes de CO2 émis dans l'atmosphère par l'homme d'ici à 2100. Ils disent aussi qu'en rythme actuel, cette barre fatidique sera franchie entre 2035 et 2045, dans 20 à 30 ans d'ici. La question de l'énergie que nous proposons de soulever aujourd'hui est au cœur de la transition climatique et de ce changement de logiciel de civilisation. La taille des enjeux risque de nous demander beaucoup d'audace. C'est ce que nous allons voir avec nos invités, que je vous demande maintenant d'accueillir et d'encourager. Hélène Valade est directrice du développement durable de Suez Environnement. Voilà, à ma droite. À sa droite, Brice Lalonde est conseiller spécial du Global Compact des Nations Unies. Et à ma gauche, François Moisan, directeur exécutif stratégie recherche internationale de l'ADEME. Alors merci d'être avec nous. On a le droit de s'asseoir. Voilà, c'est pas plus mal. Quelques petits mots sur l'organisation du débat. Nous avons au premier rang des étudiants qui ont préparé des questions et vers lesquelles nous nous tournerons dans un court instant pour écouter ces questions et y répondre bien sûr. Et puis ensuite nous irons vers la salle prendre vos questions pour interpeller directement les différents intervenants. Alors je vais commencer peut-être avec François Moisan, directeur exécutif de l'ADEME. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, puisque c'est le sujet du débat, ce que signifie, en quelques mots, la transition énergétique? Merci, bonjour à tous. Alors c'est un challenge, hein, en quelques mots, mais la transition énergétique, pour être concret, c'est réussir à ce que nos logements ne soient plus des passoires énergétiques comme elles le sont bien trop souvent. Donc d'avoir des bâtiments très bien isolés et sur lesquels un peu d'énergie renouvelable fera qu'ils deviendront à énergie positive, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils produiront plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Ils en produiront plus qu'ils en consomment. Donc on voit déjà qu'on va devenir producteur d'énergie. C'est aussi que pour les transports, qui est un gros sujet, une grosse priorité, d'avoir des véhicules beaucoup plus performants. On sait faire des véhicules 2 litres au 100. Mais c'est aussi des services de mobilité qui vont changer, avoir un impact sur l'environnement très important. On a des gains énormes et on peut passer à l'électricité. Donc du côté de la demande, arriver à diviser par 2 nos consommations actuelles d'énergie à l'horizon 2050. On sait le faire avec les technologies. Et puis du côté de la production, c'est une énergie qui va être produite de plus en plus décentralisée par rapport à ce qu'on connaît. Il y a plus de 200 000 ménages qui sont producteurs d'électricité. Il y a 30 ans, ça n'existait pas. Ils sont raccordés au réseau électrique, ils deviennent des producteurs. Ça va se développer et maintenant l'équilibre offre-demande de l'électricité, elle va se faire à un niveau très local, des clusters, production, consommation. Et tout ça, ça se fait avec des technologies qui sont à portée de main. En revanche, là où il faut de l'audace, c'est
arriver à changer le modèle dans lequel on va fonctionner, le modèle économique, à mieux comprendre, parce que ça suppose que chacun d'entre nous saura ce que c'est que l'énergie, ce que c'est que de la maîtriser, pas seulement de se dire il faut que j'ai plus de revenus pour plus d'énergie, mais dans une logique différente, de dire voilà, j'optimise ma consommation pour être plus efficace. Sans être diplômé de Polytechnique, on peut peut-être faire une précision. Électricité et énergie, c'est pas tout à fait la même chose. La consommation d'électricité en France, c'est quoi? C'est 15, 16, 17%? En finale, c'est plus que ça, c'est plus proche de 30%. Mais si j'ai bien dit... La production, pardon. Dans la production? Oui, dans la production d'énergie. Ah oui, dans la production d'énergie, c'est de l'ordre de 15%. C'est 15%. C'est beaucoup plus faible. Mais l'objectif à 2050, c'est bien par rapport à ce que nous consommons, de le diviser par 2. Et ça, encore une fois, on peut le faire. Les technologies existent. Petite question, pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne le fait pas déjà? Alors on commence à le faire. Il y a des bifurcations. J'évoquais sur les transports, les services de mobilité. Regardez depuis 4-5 ans ce qui est en train de se passer sur les transports. Et ce qui se passe. Parce que ça coûte moins cher. Les histoires de Blablacar, par exemple, de réserver. Pourquoi? Ça existe. Les autolibres qu'on voit ici. Et qu'est-ce qui a fait que ça peut... C'est la technologie, c'est ça. Ça n'existerait pas s'il n'y avait pas ce numérique qui est venu et qui donne des options nouvelles. Et effectivement, on voit que ça commence à exister, mais ce n'est pas encore massif, c'est émergent. Donc l'objectif, c'est d'accompagner effectivement, puis de développer des innovations, parce qu'on n'en est qu'au début de ces innovations. Et de plus en plus, on pourra arriver effectivement, mais il faut changer le paradigme. Moi, je dirais l'audace, il y a 50 ans, c'était de faire des grands barrages. On les a fait. Et ça a amené de l'énergie. C'était de faire un programme électronucléaire qui a amené de l'énergie. C'était d'aller explorer le pétrole et le gaz au bout du monde. Ça a donné de l'énergie. Maintenant, le paradigme, il a complètement changé. On sait bien que ça ne pourra pas alimenter 9 milliards d'habitants sans faire des émissions de gaz à effet de serre insupportables. Donc, il faut changer de paradigme. Et que je disais, c'est du local, c'est la maîtrise de chacun, une meilleure efficacité. Et c'est un bouleversement important dans nos comportements, mais pas sur la techno. Vous me tendez une perche à laquelle je ne peux pas résister. L'audace aujourd'hui, c'est de ne pas faire les barrages? Je dirais que l'audace, maintenant, c'est de faire autre chose. Ok. Alors, je me tourne vers Hélène Valade, directrice du développement durable de Suez Environnement. Petite précision, Suez Environnement, GDF Suez, c'est pas la même chose. C'est quoi la différence, pour ceux qui ne sauraient pas? La différence, c'est une différence d'activité. Suez Environnement s'occupe à 2 métiers principaux qui sont l'eau et les déchets. Donc la production, l'acheminement de l'eau et la collecte et le tri des déchets. GDF Suez est un acteur de l'énergie. Voilà. Le groupe Suez Environnement, c'est combien de salariés, dans combien de pays, pour qu'on se fasse une idée? Alors, Suez Environnement, c'est 80 000 personnes qui travaillent dans 70 pays. Donc, on a effectivement une présence assez forte dans un certain nombre de pays, notamment des pays d'ailleurs qui nous apprennent beaucoup sur le sujet de la lutte contre le réchauffement climatique, sur le sujet de la maîtrise des énergies, dont on parle pas souvent sur ce plan-là, mais qui sont assez fascinants. Je pense notamment à la Chine, qui s'est lancée dans un programme de mise en place de l'économie circulaire qui du coup commence à produire un certain nombre de résultats, même si, je vois mon voisin de droite dodeliner de la tête, elle reste extrêmement fortement émettrice bien sûr et un peu compliquée dans le jeu international. Pour autant, il y a un certain nombre de sujets qui sont en train de bouger en Chine. On est présent dans d'autres pays comme le Maroc, comme l'Europe, comme les États-Unis. Voilà. Vous citez la Chine, vous parliez d'économie circulaire. C'est peut-être pas un terme que tout le monde maîtrise. En quoi ça consiste, l'économie circulaire? Alors l'économie circulaire, je pense que c'est un sujet extrêmement audacieux et je suis ravie de pouvoir en parler 2 secondes. C'est au fond un nouveau modèle économique qui consiste à considérer que les déchets des uns peuvent devenir les produits d'entrée des autres. Donc ça enclenche des changements qui sont presque révolutionnaires, puisque ça incite à faire travailler les acteurs entre eux, les acteurs du privé avec les acteurs du public. Ça incite aussi à beaucoup d'innovation, ça incite à embarquer vers
tous les sujets de recyclage, de valorisation des déchets au sens énergétique du terme également. Et à mon sens, c'est un des éléments essentiels de cette mise en place de la transition énergétique et de cette tentative d'atteindre des objectifs de lutte contre les gaz à effet de serre et contre le réchauffement climatique. Je pense que c'est ça la vraie audace. C'est pas simplement des technologies, comme le disait François, puisque l'innovation technologique, elle est là. Il y a un certain nombre de choses qui sont à disposition. La vraie audace, c'est celle de mettre ça en musique, si je puis dire, dans un modèle différent, dans un modèle en tout cas qui est climato-responsable, j'ai envie de dire, dans un modèle qui intègre le fait que structurellement, il faut qu'on prenne en compte les conséquences des activités des entreprises, des activités industrielles sur le climat. L'économie circulaire en est un moyen. Si on suit les conclusions régulières ou régulièrement répétées des scientifiques qui participent aux travaux du GIEC, l'un des enjeux, notamment pour les pays les plus riches, c'est de diviser par un facteur 4 leurs émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 à peu près. De façon assez triviale, vous me reprendrez si je me trompe, ça signifie qu'il faut diviser à peu près par 4 la consommation d'énergie, ou en tout cas la transformer dans ce rapport-là aussi pour qu'elle soit moins émettrice de gaz à effet de serre. Pour une entreprise comme Suez Environnement, j'imagine bien que, comme pour tout le monde, c'est objectivement et mathématiquement un défi colossal. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que vous avez vraiment enclenché la vitesse suffisante pour y arriver? Est-ce que c'est techniquement faisable? C'est un défi colossal et pardon, on revient tout de même d'assez loin là-dessus. C'est-à-dire que ce qui est dans l'imaginaire de tout le monde, en tout cas du point de vue des entreprises, c'est que justement les entreprises, elles sont des pollueuses ou elles sont des polluantes, ou en tout cas elles sont des responsables du réchauffement climatique. C'était ça il y a encore pas longtemps. Bon. Donc la première étape, ça a été... C'est encore vrai de certaines quand même. Ça l'est de moins en moins. En tout cas, ce qui est de moins en moins vrai, c'est que presque toutes sont en train de prendre la mesure de la nécessité d'agir pour réduire les conséquences du réchauffement climatique. Et donc on est passé au fond d'un scepticisme sur le sujet à une prise de conscience qu'il fallait se mettre en ordre de marche pour agir, et j'y reviendrai. Ce que vous dites, vous, c'est qu'au fond, ça c'est autre chose qu'on entend aussi beaucoup en ce moment, c'est que, voilà, de toute façon, c'est une fatalité, on ne peut pas faire grand-chose. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire grand-chose, je dis que c'est monumental. Le raisonnement que vous citez pousse à ça, c'est-à-dire, voilà, fatalité, c'est la main du destin, on ne peut pas agir. Moi, je pense que, et c'était d'ailleurs, et je pense que Brice Lalonde en reparlera, assez significatif à New York au mois de septembre, où les entreprises ont été réunies avec les négociateurs onusiens, justement, pour faire des passerelles entre les acteurs, c'est-à-dire entre les acteurs entreprises, entre les acteurs collectivités locales, entre les acteurs institutionnels, et pour dire au fond deux choses. Que justement, il n'y a pas de fatalité dans tout cela, il y a des solutions, et c'est un discours et beaucoup plus qu'une posture, parce que c'est un engagement d'un certain nombre d'entreprises, il y a des solutions. Encore faut-il que ces solutions puissent s'exercer dans un cadre qui soit un tout petit peu plus clair que celui qui existe maintenant et qui puisse aussi s'exercer ces solutions dans des règles du jeu qui sont différentes et probablement beaucoup plus partenariales. Quand on parlait d'économie circulaire tout à l'heure, c'est ça, c'est comment on fait sauter les silos, par exemple dans une ville, pour qu'il y ait, par exemple, de la récupération de chaleur à partir des eaux usées qu'il y a dans les canalisations là en dessous de vous. Voilà, comment on s'organise pour qu'on ne traite plus le sujet eau d'un côté, énergie de l'autre, et pour qu'on ait ce bon sens de dire, eh bien, les eaux usées, elles ont de la chaleur. Comment récupérer cette chaleur pour chauffer ce qui se passe à côté? Voilà, c'est ça. Donc non, il n'y a pas de fatalité. Il y a une prise de conscience des entreprises, il y a la mise en route, enfin, en ordre de marche, et l'audace, effectivement, pour trouver un modèle qui soit climato-responsable. Ça j'entends. Enfin, je me permets de... Je n'ai pas parlé de fatalité. Je dis juste que dans le rapport du GIEC, la mesure du défi proposé est, même pour ceux qui connaissent bien le sujet et qui voient toutes les initiatives authentiquement prometteuses se déployer,
semble un peu himalayesque. Or, si on veut gravir l'Himalaya, je ne dis pas que c'est impossible, je dis juste, il faut vraiment se préparer, y aller, et c'est plutôt sur cette mesure-là que je vous interrogeais. Il faut se préparer, y aller, c'est-à-dire y aller avec des solutions qui soient autant des solutions d'atténuation du réchauffement climatique en tant que tel. Donc ça va chercher du côté de l'efficacité énergétique et de la baisse des gaz à effet de serre. Et puis, c'est aussi des solutions d'adaptation. Il y a de l'innovation technologique qui permettra cette adaptation. Vous voyez, il y a un sujet dont on parle jamais, qui moi me préoccupe fortement et qui renvoie à ce que vous dites, parce qu'au fond c'est une autre chose qui peut paraître presque inatteignable. Ce sont, justement parce qu'elles ne sont pas portées politiquement, ce sont les conséquences du réchauffement climatique sur l'eau. Je ne sais pas si vous avez ça à l'esprit, mais c'est quelque chose dont on ne parle pas. Voilà. Donc encore une fois, une façon d'aborder le sujet de manière très silotée et de ne pas voir l'ensemble des conséquences que ça peut avoir. Alors quelles sont-elles justement ? Juste un chiffre, en 2030, 47% de la population mondiale vivra dans une région en stress hydrique. Voilà, c'est tout, mais c'est quelque chose qui fait quand même un peu froid dans le dos. Bon, alors on peut se dire, c'est monstrueux, et puis en même temps, il y a des vraies solutions pour essayer justement de répondre à ce type de situation. J'espère que j'aurai l'occasion d'en revenir tout à l'heure. On va y revenir. Alors Brice Lalonde, donc je l'ai dit, vous avez eu plusieurs casquettes, vous avez eu et vous avez encore, mais là on met en avant celle de conseiller spécial du Global Compact des Nations Unies. Qu'est-ce que c'est le Global Compact ? C'est 12 000 entreprises qui essayent d'aider les Nations Unies à atteindre leurs objectifs. D'accord. En gros, elles sont dans un mode volontaire. Qu'est-ce qu'elles proposent concrètement ? Qu'est-ce qu'elles essayent de faire, ces entreprises ? Il y a deux catégories. Il y a celles qui sont déjà des championnes, qui sont déjà très très actives. Alors, je ne sais pas si je dois donner des noms, mais enfin, il y en a par exemple qui sont en train de construire des éoliennes pour avoir leur source d'énergie renouvelable. Il y en a d'autres qui sont en train de veiller partout à serrer les boulons pour éviter les fuites d'énergie dans les bâtiments. Il y en a qui sont en train de mettre un prix au carbone en disant bon, ben moi je fais comme s'il y avait un prix au carbone parce qu'il va bien falloir qu'il y en ait un jour. Et tous mes investissements, je les regarde en fonction de ce prix, etc. etc. Donc il y a énormément de propositions, d'activités. Et ce que font ces entreprises, c'est que maintenant elles disent au gouvernement écoutez les gouvernements, vous êtes sérieux ou pas ? Parce que si vous voulez vraiment qu'on lutte contre le changement climatique, et il est temps de le faire, alors prenez des mesures. Parce que pour l'instant, ce qui est assez frappant, notamment avec les multinationales, c'est qu'elles sont beaucoup plus responsables que les gouvernements. Ça m'a beaucoup frappé. Pourquoi ? Parce que le problème est mondial. Ce n'est pas un problème franco-français, c'est un problème mondial. Et il est temps d'avoir une politique mondiale. On n'a pas de politique mondiale. Il faut. Parce que la question du climat est une question tellement grave que seule une politique mondiale peut y répondre. Et donc il faut que nos chefs d'État prennent ça à bras-le-corps. Ce n'est pas une question uniquement de ministre, c'est une question de chef d'État et de politique mondiale. Et la seconde, on en a parlé ici, Hélène en a parlé, François en a parlé, c'est qu'il faut verdir l'économie, il faut arrêter de détruire la nature, il faut maintenant vivre avec la nature et donc produire, consommer complètement différemment. Ça commence, c'est un peu lent, mais il faut le faire. Et le changement climatique, chers amis, malheureusement, c'est cataclysmique. C'est cataclysmique, ok ? Et donc, c'est ce qu'il y a de plus grave. C'est bien plus grave qu'Ebola, c'est bien plus grave que le djihad. C'est épouvantable, voilà. C'est épouvantable et personne ne s'en rend bien compte. Pourquoi ? Parce que la molécule de gaz carbonique, quand vous brûlez des combustibles fossiles, elle reste dans l'atmosphère à peu près 1 millier d'années. Et donc, même si vous réduisez complètement les émissions de gaz à effet de serre, si vous passez à zéro, la quantité de gaz carbonique présente déjà dans l'atmosphère, cumulée depuis 1750, continuera à échauffer les océans, continuera à faire monter l'eau. Voilà. Et donc, l'océan va continuer à monter. Et donc, c'est quasiment assuré que si ça continue comme ça et qu'on ne prend pas les mesures, on risque d'avoir des guerres, parce que si l'océan monte, ça veut dire que les gens vont se déplacer, ça veut dire qu'ils vont courir à droite à gauche, ils n'auront pas d'eau ou ils auront des inondations. Et donc, les choses vont aller très mal. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment une question extrêmement urgente. Et il faut pousser nos gouvernements parce qu'ils ne font pas assez, en dépit de ce qu'ils disent. Vous avez eu des responsabilités politiques. Vous me disiez tout à l'heure que la première conférence que vous avez donnée sur le changement climatique, c'était en 1986. Et que j'imagine, à l'époque, vos collègues vous prêtaient une oreille plus que distraite.
Vous avez, de 2007 à 2011, je relis mes petites antisèches, été ambassadeur chargé des négociations internationales sur le changement climatique pour la France, ce qui signifie que vous avez vécu notamment l'épisode Copenhague en 2009, dans lequel l'humanité, une partie de l'humanité, avait mis un espoir colossal, peut-être beaucoup trop, et qui a fini, en tout cas sur le plan diplomatique, parce que probablement que sur le plan de la société civile et de la prise de conscience, c'était une vraie réussite. Enfin, il s'est passé quelque chose. Mais sur le plan diplomatique, ça a semblé un échec total. Et aujourd'hui, Obama va quitter la présidence des États-Unis, enfin dans 2 ans. Mais on voit que même dans le rang des démocrates, les sénateurs qui sont élus dans le Kentucky s'opposent encore à la prise en compte de ces sujets-là. Mais comment va-t-on y arriver avec les politiques? Comment va-t-on faire? Ou alors faut-il les laisser de côté et puis y aller nous, et ils nous rejoindront? D'abord, à Copenhague, ce n'était pas un échec. Alors, je vais vous surprendre. C'était parti pour être un échec total. Ça ne marchait plus. Les Danois avaient été extrêmement maladroits, mettons. Et ils ont invité les chefs d'État. Dans leur esprit, c'était le dernier jour, on va prendre une photo des chefs d'État avec la reine et on va signer cet accord magnifique. Ils vont être tous là pour célébrer. Et quand les chefs d'État sont arrivés, il n'y avait rien, c'était la catastrophe. Et donc les chefs d'État, je me souviens très bien, il y avait Lula, il y avait Sarkozy, il y avait Obama, il y avait Bongo, enfin certainement. Tous ces chefs d'État ont décidé de négocier 24 heures, la nuit entière, dans une petite salle pourrie au premier étage. Il n'y avait même pas de traducteur. Ils se sont mis, ils ont bossé, ils ont transpiré, ils ont négocié. Une journée entière ensuite, donc une nuit et une journée. Des chefs d'État, jamais on a vu ça. Et ils ont sorti un accord, l'accord de Copenhague, avec 2 degrés Celsius et un certain nombre de mesures dont je ne veux pas en parler. Cet accord a été une avancée remarquable. Le lendemain, règle des Nations Unies, 190 pays, chaque pays a une voix, y compris les tout petits États, machin, truc, chose. Ils n'étaient pas contents, il y a 5 ou 6 États qui n'étaient pas contents parce qu'ils n'avaient pas été dans la salle avec les chefs d'État. Alors ils ont dit, ah non, non, nous on n'est pas d'accord. Alors donc il a fallu attendre 1 an pour adopter l'accord de Copenhague. Néanmoins, il a été adopté. Et si je vous dis ça, c'est très important, la leçon que j'en ai tirée. La leçon que j'en ai tirée, c'est que les chefs d'État sont les seuls capables d'aller au-delà des intérêts égoïstes de leur pays. C'est les seuls. On les a élus pour ça. Pour être un chef d'État, pour s'occuper aussi de la planète et pas simplement de leurs électeurs ou de la prochaine élection. Donc les chefs d'État sont capables de le faire. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas invités ce coup-ci. Ce coup-ci? Ce coup-ci à Paris ou l'année prochaine ou tout ça. Parce ça, c'est pas, je ne sais pas si c'est un scoop, mais c'est intéressant ce que vous dites. Oui, c'est très intéressant ce que je dis, donc je répète. On a besoin... C'est un peu flippant aussi. Écoutez. Ils sont pas invités. Vous vous rendez compte de ce que c'est que cette histoire de changement climatique et de ce que vous a dit Hélène et François? C'est la modification radicale de notre manière de produire, de vivre à la surface de la Terre depuis au moins 2 siècles. C'est la fin des combustibles fossiles. On se passe des combustibles fossiles, on se passe de pétrole et de charbon, on passe à autre chose. C'est une affaire immense. Et qui c'est qui négocie? Les ministres de l'Environnement et les ministres des Affaires étrangères. Et où sont les ministres de l'Économie? Où sont les chefs d'État? C'est une affaire de chefs d'État. C'est une affaire trop importante. Vous savez, c'est ce que disait Clémenceau, hein. Il disait, sur la guerre. L'écologie est une chose trop sérieuse pour être laissée aux écologistes, les chefs d'État. Mais est-ce que vous êtes en train de nous annoncer l'échec de la COP 21? Je pense qu'il y aura un accord, parce que tout le monde veut un accord, et puis parce que si à la fin il n'y a pas d'accord, on va dire, mais les Nations Unies, ça sert à quoi? C'est la COP 21. 21, ça veut dire 21 ans. 21 ans qu'on essaie de trouver un accord, on ne trouve pas. Bon, ça veut dire qu'en fait, il y aura la 22, la 23, la 24, la 25. Il y aura un accord tout simplement pour la crédibilité de ces négociations des Nations Unies. Mais est-ce que cet accord sera suffisant pour régler le problème? Sans doute que non. Il mettra en route une mécanique. La différence entre cet accord-ci et ce qu'il y avait jusqu'à présent, c'est que tous les États doivent faire quelque chose, tous. Et ils sont tous d'accord pour faire quelque chose. Parce qu'on est au XXIe siècle, parce que les pays en développement vont commencer maintenant et déjà émettre davantage que les pays développés, ou en tous les cas les pays développés du XXe siècle. Tandis qu'au siècle dernier, donc il n'y a pas tellement longtemps, c'était uniquement les pays riches qui avaient quelque chose à faire. Protocole de Kyoto. Là, tout le monde aura quelque chose à faire. Mais la grande difficulté, comme il n'y a pas de politique planétaire, c'est qu'on ne sait pas ce qui est équitable. Je vais vous donner juste une toute petite idée pour voir les trucs.
Le seul endroit au monde où il y a eu un élément de supranationalité depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est l'Europe et l'Union européenne. Fantastique résultat, fantastique, même si on n'est pas content parce que ça ne marche pas assez bien. C'est formidable, il y a un élément de supranationalité. Et là, dans le système européen, vous avez un organe qui s'appelle la Commission. La Commission fait des propositions. Par exemple, quand les chefs d'État ont décidé, après Copenhague ou avant Copenhague, de réduire les émissions européennes de 20%, et d'ailleurs ils ont décidé de faire 30% jusque-là, la Commission, on lui a demandé, fait une proposition. Alors la Commission arrive et elle dit, toi la Hongrie tu feras ça, toi la France tu feras ça, toi le Royaume-Uni tu feras ça, toi l'Espagne tu feras ça. Alors ensuite ça discute évidemment, ah non c'est trop dur pour moi, mais il y a une proposition sur la table. Aux Nations Unies il n'y a rien, il n'y a aucune proposition. Pourquoi ? Parce que les Nations Unies ça n'existe pas. C'est les Nations Unies, comme son nom l'indique, c'est un syndicat d'États souverains. Si les États souverains, et si personne dans ces États souverains ne fait une proposition, il n'y en a pas. Et donc, depuis 21 ans, 190 États se réunissent et discutent, et chaque négociateur a un mandat. Tu ne lâches rien, surtout. Ah, alors, tu ne lâches rien, donc il ne se passe rien. On est dans le bain. Messieurs, dames les étudiants, à vous de maintenir la pression. Qui veut commencer ? On va prendre 2-3 questions à la suite. Alors, jeune homme, allez-y, présentez-vous. Dites-nous d'où vous venez. Merci beaucoup. Et on prend une question. Arthur Corbin, Master 2 à Paris 1 en coopération internationale et politique de développement. Moi, j'ai une question et je me demande si elle n'est pas... Le problème, en fait, c'est le sujet en lui-même. Parce qu'on parle de la transition énergétique, mais le problème, c'est que toutes les négociations liées à la transition énergétique, c'est des experts. C'est vraiment des experts avec du vocabulaire compliqué. Vous parlez de molécules, on parle du GIEC. Moi, je me dis que le gros problème, c'est qu'en fait, le public français, le grand public français, n'a aucune idée de toutes ces négociations. Et que si le grand public français était averti par rapport à cette lutte contre le réchauffement climatique, par rapport à ces différentes luttes à évoquer, il y aurait peut-être une plus grande force française et que peut-être la coopération 21 qui va avoir lieu à Paris aurait peut-être une chance d'aboutir à un accord qui serait concret et qui serait favorable. Mais là, en gros, porté par le seul président de la République, comme vous le dites, je pense qu'il n'y a aucun avenir si le grand public ne soutient pas. Merci. Ok, on va prendre une deuxième question. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Arnaud Ving, je suis étudiant en création industrielle dans une école qui s'appelle l'ENSI, les Ateliers à Paris. Et alors moi, je vais rebondir sur des choses que vous avez dites jusqu'à présent. Vous parliez de lutte, de peur, de fatalité, de catastrophe, de catastrophisme. Donc plein de choses qui peuvent faire peur, surtout quand on ne connaît pas forcément pour le grand public, tout ce qui se passe concrètement, puisque c'est beaucoup de choses qui sont discutées par des scientifiques, par des hommes politiques. Donc moi, ma question serait comment rendre la transition énergétique désirable au plus grand nombre pour qu'on aille vers une transition qui ne se fasse pas dans la peur, mais qui se fasse plutôt dans le désir ou dans l'audace. Ok, et on prend une troisième question, s'il vous plaît. Bonjour, Éléonore, je suis étudiante à l'EDEC. Alors, je suis d'accord avec ce que viennent de dire mes deux camarades sur l'adhésion du plus grand nombre, mais est-ce que vous ne pensez pas que les lobbies ont une influence un peu plus importante sur les chefs d'État et que quand on dit que c'est aux chefs d'État de prendre des décisions pour que des politiques internationales puissent avoir lieu, enfin puissent être appliquées, est-ce que vous ne pensez pas que c'est demander un peu plus que de l'audace aux chefs d'État? Est-ce que vous pensez que c'est réaliste? Très bien. Alors, c'est le premier tour de questions. On reviendra à vous tout à l'heure. Qui veut commencer? Hélène, hop. Moi, Arnaud et Arthur, si je peux me permettre de vous appeler par votre prénom, merci de vos questions parce que je suis absolument convaincue, on l'est à Suez Environnement, que d'abord, on a un mode de communication tous qui est trop anxiogène, qui n'est pas assez vulgarisateur. Alors là, c'est quelque chose qu'il faut dire. Et pour autant, et on n'en parle pas assez, mais vous le voyez, les conséquences du réchauffement climatique, c'est visible. Je ne sais pas où vous habitez, à Paris ou en France, les rivières dont les débits sont en train de devenir rien du tout, voire de disparaître, ou bien les inondations qu'on a un peu partout, à n'importe quel moment dans l'année, etc., que ce soit en France ou à l'international. Bon, bref, on est... regardez la température qu'il a faite depuis au mois d'octobre. Bon. Donc on est dans ce dérèglement du climat. Il est visible. Et c'est vrai qu'on aurait dû commencer par là, peut-être, dire cela.
Voilà. Donc à partir de là... Oui, mais aujourd'hui on fait avec. Que faut-il faire? Oui, non, vous avez été victime d'une inondation? Non. Bon, on fait avec, on aimerait bien s'en passer. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a 65 millions de Français qui n'ont pas été inondés, ils s'en foutent. D'accord, ça coûte très cher. Écoutez, allez voir ceux qui sont inondés, puis allez en parler de ça aux assureurs, c'est une autre affaire. Donc je crois que... Et puis je ne pense pas que toutes les personnes qui habitent dans des endroits dont les rivières disparaissent sont très heureuses non plus. Enfin, je veux dire vraiment que... Non, ce n'est pas quelque chose, à mon sens, auquel on s'habitue. Donc vulgarisation de cela et rendre les choses tangibles, je suis absolument d'accord. Et du coup, ça veut dire que c'est effectivement tout cela une affaire d'évolution des comportements. Donc ça pose la question de la responsabilité d'acteurs, que ce soit des acteurs politiques, mais aussi des acteurs entreprises, pour au fond faciliter ce changement de comportement, favoriser des comportements qui sont plus économes en eau, favoriser des comportements qui sont plus économes en énergie, en électricité. Et je reviens à l'économie circulaire, pardon, je ne veux pas du tout que ça soit une obsession, mais en tout cas ça, c'est quelque chose qui peut être enthousiasmant dans une ville. Par exemple, faire en sorte que les déchets soient triés, recyclés, valoriser énergétiquement et que l'habitant soit incentivé pour faire cela. Voilà des choses qui commencent d'ailleurs. Il y a des villes qui sont pionnières. On travaille sur l'environnement avec un certain nombre de villes pour mettre en place ce type d'expérimentation. Et le fait d'embarquer la population est extrêmement... est un levier d'action remarquable. Et qu'on crée des emplois avec ça. Et absolument. Puis l'autre chose, c'est effectivement que ça a un impact... alors là, c'est toute la dimension un peu environnementale de ces métiers et de leur inscription dans cette économie circulaire a des impacts positifs sur l'emploi. Vous-même, dans votre génération, enfin il me semble en tout cas, vous commencez à regarder ces sujets très sérieusement. Vous les avez presque intégrés dans vos comportements. C'est-à-dire vous ne vivez pas, vous avez des modes de vie qui sont littéralement différents des miens, par exemple, à votre âge, sauf que vous ne les conceptualisez plus comme ça. Mais voilà, comportement et comment remettre un peu comment rendre ça audacieux et un peu plus désirable, je trouve qu'effectivement c'est une vraie voie de changement. François Moisan. Merci, oui, je voulais revenir sur ces deux premières questions. C'est une affaire d'experts. C'est vrai que l'énergie, le changement climatique, vous avez évoqué des affaires de molécules, il y a des kilowattheures, etc. C'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué, et je crois que, alors je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Hélène, mais je crois aussi qu'il va falloir que nous évoluions, que nous comprenions ce que ça veut dire que notre consommation d'énergie. En anglais, il y a un terme dont je n'ai jamais trouvé la traduction en français, c'est empowerment, de se redonner du pouvoir, de la maîtrise sur la consommation d'énergie. Dans la salle, je ne sais pas qui a essayé d'évaluer, j'ai un logement, je consomme de l'énergie pour me chauffer, pour m'éclairer, etc. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Qu'est-ce que je peux faire? Combien ça me coûterait pour moins consommer, par exemple? Posons la question. Qui? Non mais honnêtement, c'est un calcul qui est compliqué, c'est pas simple. Eh ben, qui l'a fait? C'est pas simple, il faut... Voilà, il y a quelques personnes qui l'ont... Voilà, il y en a quand même. Vous voyez, ça bouge, ça change. C'est quelque chose qui est quand même compliqué. Ça, c'est un peu l'empowerment, c'est dire, voilà, je consomme ça et je peux faire autre chose. Je prends un autre exemple. En Allemagne, ça se développe beaucoup. En France, ça commence seulement. Des coopératives d'investisseurs de production d'énergie renouvelable. Il y a des gens qui se mettent ensemble et puis qui disent, voilà, après tout, moi, je peux investir. Pour moi, c'est plus... intéressant quelque part, alors c'est pas qu'un calcul financier là, mais c'est intéressant de me grouper avec des voisins par exemple, et puis on va investir sur une coopérative de production d'énergie. Bon, ça pourrait être autre chose que de l'énergie, vous me direz, mais vous voyez, ça c'est quand même, ça nécessite effectivement de cet empowerment à développer, ça c'est nécessaire. Alors sur l'angoisse... C'est rendre le pouvoir à la société civile, qu'elle s'organise, s'autonomise. Je dirais, oui, voilà, mais c'est aussi au niveau individuel et dans un collectif, les deux. Sur l'angoisse, c'est vrai que quand on dit, nous à l'ADEME, on a donc porté une vision divisée par 2 la consommation d'énergie à 2050 pour arriver au facteur 4 qu'on évoquait. Quand on dit ça, évidemment qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, vous ne vous rendez pas compte, divisé par 2, on va retourner à la bougie, ça va être... Tout à l'heure, je vous donnais des exemples, comme quoi c'est avec ces exemples-là qu'on fait le 2050 divisé par 2 la conso d'énergie. Donc c'est pas impossible. Mais alors, c'est quand même des trucs d'experts quand on l'explique. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, on a essayé de prendre 8 familles françaises, et puis on s'est dit, voilà, 8 familles qui vivent en 2050, comment elles vivront
selon cette vision. Et on l'a décrit, alors on a un document qui est téléchargeable sur notre site où on explique, voilà, on a pris 8 familles qui étaient très différentes, des ruraux, des périurbains, des niveaux de vie différents, parce qu'il y aura encore des niveaux de vie certainement différents, et puis d'expliquer que c'est assez proche de nos modes de vie quand même, mais avec effectivement plus de services, etc. Juste un dernier truc sur les lobbies. Oui, allez-y. Parce que pour le chef d'État... Oui, on a zappé la troisième question, mais elle est là. Bien sûr qu'il y a des lobbies, mais moi je pense que la plus grosse difficulté pour les politiques, c'est aussi les citoyens, les électeurs. Quand on voit actuellement la difficulté d'avoir des consensus ou même des compromis sur les grands choix, je pense à beaucoup d'événements qui se sont passés, certains portiques qu'on peut évoquer, etc., et trouver des compromis, c'est très très difficile. Et là, c'est pas vraiment une question de lobby, c'est une question les électeurs. Est-ce que les citoyens sont prêts ? Est-ce que les citoyens vont aller de l'avant ? Et alors bien sûr qu'il y a des lobbies partout, bien sûr, mais je pense qu'aussi c'est la responsabilité du politique par rapport à son mandat électoral de 5 ans en général. Mais donc il y a bien quand même une question du courage aussi. Exactement, du courage, mais actuellement, quand on regarde effectivement, quand on voit ce qui se passe, c'est que ça devient très très compliqué s'il n'y a pas des lieux de concertation, de compromis, et ces lieux, il faut qu'ils soient d'abord au niveau local. Après, on peut les faire, mais je pense qu'il faut qu'il y ait des exemples au niveau local pour montrer que c'est possible, qu'après, que collectivement, au niveau d'une nation, on peut trouver ces compromis. Vous citez tous, d'une certaine façon, on lit dans la presse des exemples de... Là, vous parliez de ces coopératives de citoyens qui, sur un territoire, participent à la construction, ou en tout cas au financement d'un parc éolien ou photovoltaïque, peu importe, dont ils vont d'une certaine façon consommer l'énergie produite, ce qui leur permet de donner du sens à leur investissement, de fixer de l'emploi sur le territoire et de surveiller un peu mieux leur consommation. Bon, toutes ces initiatives, on parle beaucoup de l'île d'El Hierro aussi, je crois, aux Canaries, qui est devenue une île autonome en termes d'énergie. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas, si on veut être positif et dans l'audace, dans un programme politique, national ou européen, à faire remonter ces initiatives-là qui peut-être à petite échelle et sans doute avec des limites, on n'arrive pas à les faire remonter dans l'agenda politique et médiatique comme des pistes de solutions. Hélène, Brice, pourquoi ça ne ressort pas? Ou pas assez? Alors d'abord, est-ce que les journalistes en parlent assez? Il y en a qui essayent. Mais est-ce que vous-même, vous considérez que c'est un sujet qui fait l'objet de débats dans des émissions, dans vos hebdos, à la hauteur de l'enjeu? Non. Non, pardon, je me mets dans la... Vous dites non. Ah non, c'est Voilà. c'est absent de la sphère médiatique. Donc je pense que là, il y a un vrai sujet. Il y a un sujet de relais d'opinion qui ne s'est pas approprié cet enjeu. Voilà, donc on pourrait peut-être imaginer un certain nombre de solutions pour cela. Il y en a d'ailleurs qui travaillent à essayer de sensibiliser les journalistes sur la question. Oui. Je pense que, voilà, pardon, c'est un peu provocateur ce que je dis, mais non, vous avez raison. bon, il y a quelque chose là qui me turlupine depuis pas mal de temps. Ensuite, vous avez raison, il se passe, mais c'est peut-être aussi le propre des situations de transition, quelque chose d'assez étrange en ce moment, où ce que j'appelle le micro bouge, c'est-à-dire les expériences de certaines personnes, de certaines villes, collectivités locales, régions, départements qui se sont engagés dans des programmes des territoires à énergie positive, des programmes extrêmement concrets qui commencent à porter leurs fruits. De l'autre, des entreprises qui se mettent en ordre de marche, comme je vous le disais tout à l'heure, qui construisent, si je pense aux entreprises du BDP, des bâtiments énergie positive, ou pour la mienne, qui transforment complètement les métiers de l'eau et de l'énergie en valorisation énergétique, justement. Bon, voilà, il y a des expériences, des choses qui commencent à marcher, donc du micro qui bouge, mais qui n'est pas suffisamment déployé encore pour véritablement faire bouger le cadre global. Donc on a une sorte de déconnexion en ce moment entre le micro et le macro qui produit la situation dont vous parlez. Moi je pense que c'est une question, moi je suis très optimiste et j'ai envie d'être, de penser que les choses vont s'arranger. Je pense qu'il va falloir réconcilier ce micro et ce macro et que ça demande un tout petit peu de temps.
Voilà. Ça demande de l'audace pour continuer ces expérimentations, ça demande de l'audace pour avoir le courage de tirer les conséquences de ces expérimentations, parce qu'il y a plein de choses qui ont été faites qui ne marchent pas du tout. Voilà, donc le dire, pourquoi, et puis à un moment, ça fera bouger le cadre. Oui, Lalonde. Notamment sur le... Je pense que la plupart de nos hommes politiques ont le regard tourné vers le passé. Et donc, ils imaginent l'avenir comme ils ont connu le passé. C'est-à-dire que la croissance va être de retour, ça y est, ça va venir, on ne sait pas très bien comment, mais forcément, on entend ces espèces d'incantations tout le temps. Et en réalité, je pense que ça ne reviendra pas comme avant. Je pense que nous sommes entrés dans un nouveau monde. Je pense en effet, comme Hélène, qu'énormément d'expériences ont lieu qui sont absolument passionnantes, que la société civile est en marche, que tout ce qui est sur le partage des voitures, des appartements, tout ça c'est extraordinaire, c'est en train de pénétrer, que l'énergie, le mariage, comme disait François, du numérique et de l'énergie est en train de changer complètement la donne et de mettre le consommateur au pouvoir qui devient lui-même producteur, etc. Il y a des choses extraordinaires qui sont en train de se produire partout, mais nous n'avons pas le résumé politique ou la vision politique de ce que c'est en train de devenir, de ce que ça veut dire. Et nous avons besoin donc d'ingénieurs et de juristes. Je prends un exemple sur l'économie circulaire. Une société de construction célèbre me dit, nous allons livrer des bâtiments, mais nous allons rester propriétaires des matériaux. Et donc dans 70 ans, quand le bâtiment sera donc démoli, nous reprendrons les matériaux et nous reconstruirons autre chose. 70 ans, donc je me suis dit, putain, ça c'est un modèle économique nouveau, quoi. Hein, c'est formidable, on se projette dans 70 ans. Mais quel est le contrat par lequel le bâtiment appartient au client, mais les matériaux restent au constructeur? Totalement nouveau, hein, c'est l'économie circulaire, c'est complètement neuf, il faut inventer ça. Où sont les juristes? Travaillons, allons-y. Même chose récemment en Islande, ça me passionne. Je vois une usine qui recycle le CO2. Ben, comme le CO2 c'est le problème, tiens, si on le recycle, c'est pas plus mal. Alors on recycle le CO2 et on fait de la chimie du carbone à partir du CO2, y compris, on transforme ce gaz carbonique déchet en fuel, en carburant. Ah, tiens, mais alors, c'est incroyable. Alors. Donc, on peut le faire. Oui, on peut le faire. Ah, ça demande beaucoup d'énergie. Alors, laquelle, comment fait-on, etc. Mais c'est possible. Et donc, ça veut dire qu'une nouvelle chimie est là. Et donc, des hydrocarbures, si je puis dire, naturels sont là aussi, etc. Donc, le monde de demain est en train d'apparaître doucement en ce moment. Et donc, être audacieux, c'est le prendre et être les premiers et à dire, voilà, l'avenir, il est là. Et entre nous, soit dit, la France n'est pas si mauvaise, hein. Elle n'est pas si mauvaise, parce que si vous regardez par rapport les émissions par habitant de gaz carbonique en France, par rapport même à la Chine, on est derrière la Chine. La Chine nous a dépassés par habitant. Et donc, si vous voulez, bon, on n'est pas non plus à la peine. Donc, on a déjà beaucoup de techniques, on a beaucoup de savoir et on a de l'imagination. Donc, c'est vrai que c'est un peu dommage, il y a un décalage avec nos responsables politiques qui ne voient pas l'avenir, qui ne voient que le rétroviseur. Et alors, la plus belle phrase, je la cite toujours parce que je ne peux pas m'empêcher de la citer tellement elle est belle, c'est un cheikh, un gars de l'Arabie Saoudite, en 1973, qui avait dit cette chose extraordinaire, l'âge de pierre ne s'est pas arrêté par faute de pierre. Eh ben, il pensait au pétrole, le gars. Eh ben, ça veut dire que l'âge du pétrole s'arrêtera parce qu'on aura trouvé mieux. Voilà, tout simplement. Très bien. Alors, l'invitation parle d'audace, sans doute un programme politique. Dans un pays, je dirais même sur un continent qui est en panne de programme, qui est en panne presque de direction, de projets collectifs, j'ai l'impression que vous êtes d'accord sur le fait qu'il y a là une opportunité formidable, mais enfin quand même, qui n'apparaît nulle part. Comment leur botter un peu le derrière? Comment on fait? Vous qui connaissez les arcanes du pouvoir, alors on fait quoi? J'ai essayé. Non mais il doit bien y avoir des solutions. On cherche là. Comment on fait? Écoutez, on ne va pas faire de politique trop. Hein. Non, mais au sens noble du terme. Simplement, si vous voulez, je pense qu'en France, pendant très longtemps, il y a eu toute une tendance de l'opinion et des forces politiques à ne pas aimer les entreprises. Or, si vous voulez changer le mode de consommation et de production, le faire sans les entreprises, entre nous soit dit, bravo, c'est pas possible. Et donc, on a besoin des entreprises, de travailler avec elles, de les comprendre, de les aimer, etc. Et c'est avec elles, manifestement, qu'il faut, et les universités, qu'il faut proposer des choses nouvelles. Et les universités en France n'ont pas l'habitude de travailler avec les entreprises, et donc il faut apprendre ça, et il faut le faire davantage. Bon, maintenant, c'est aux jeunes de le faire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Mais il faut que vous fassiez une alliance des universités. Je veux dire, il faut retrouver cet élan où les jeunes poussent un tout petit peu et veulent créer l'avenir.
Les hommes politiques, qu'est-ce que vous voulez, ils sont sensibles à ce que les électeurs disent ou font. Et en ce moment, il y a une espèce de déprime générale qu'il faut absolument briser. Ok. Alors, vous parlez des jeunes, là. On revient au panel étudiant. On prend 3 questions. On vous écoute. William Kadouri, je suis doctorante à Paris 1 sur la thématique de la RSE. Et je reviens sur le point sur les États. Il est maintenant évident que pour décarboniser l'économie en Europe, il va falloir faire appel à des solutions audacieuses et innovantes. Croyez-vous que les États, en cette conjoncture économique actuelle, vont pouvoir concilier développement économique et industriel, environnement et audace? Est-ce qu'on a les pouvoirs et est-ce que c'est la priorité pour les États? Merci. Bonjour, Oriane Barthélémy, étudiante à AgroParisTech. J'aurais une question plutôt pour Monsieur Moisan. On parle de précarité énergétique. Comment la transition énergétique va pouvoir faire baisser les coûts pour les ménages? Bonjour, je m'appelle Pierre Lhomme, je suis étudiant en classe préparatoire économie. Finalement, la transition énergétique, ça apparaît un peu, d'après vos descriptions, comme une formidable opportunité pour stimuler la croissance, créer des emplois, et pourquoi pas réenchanter le discours politique. Alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce que les partis politiques, les hommes politiques, les responsables politiques en tiennent si peu compte dans leurs projets, dans les discours, les débats qu'ils tiennent? Je crois qu'il y a... Non, vous n'avez pas de questions? Pardon. On a fait le tour du panel, donc on va pouvoir revenir et répondre à vos questions. Sur cette question de l'opportunité, on a un petit peu répondu à certains aspects. La dimension de l'emploi, quand même, elle est importante. La transition énergétique, vous avez mesuré, l'ADEME, ce que ça peut représenter en termes de création d'emplois? Enfin, et pour être tout à fait honnête, destruction-création, parce que probablement qu'il y a des secteurs qui exactement. vont Non, mais souffrir. c'est évidemment une question essentielle. Est-ce qu'on peut conjuguer une lutte contre le changement climatique, une transition énergétique et les priorités sociales et économiques du pays? C'est une question évidemment fondamentale. Quand on a présenté dans le débat, nous l'ADEME, avant le projet de loi, une vision à 2030 et 2050, avec cette division par deux des consommations d'énergie, avec la croissance des énergies renouvelables, évidemment qu'on savait bien que la question qu'elle est... Mais ça veut dire quoi? Est-ce que c'est à la bougie, comme je le disais? Alors, on a travaillé avec un laboratoire de Sciences Po, l'OFCE, de façon à pouvoir illustrer, regarder qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue économique. Et on a fait 2 scénarios. Un scénario où il n'y avait pas la transition énergétique, on continuait avec le même mix énergétique, et puis cette vision qu'on portait. Et le résultat de ce modèle, il a été discuté avec tous les économistes, c'est que le modèle de la transition montre plus de croissance, pas beaucoup plus. À 2050, on gagne 2 années de croissance. C'est pas énorme, mais c'est positif. Et 800 000 emplois de plus que le scénario de référence. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand on y réfléchit... 800 000 emplois nets entre les destructions et les créations. Exactement, puisqu'on perdra des emplois dans des secteurs, en revanche on va en gagner dans d'autres. Où on va en gagner? Par exemple, la réhabilitation de nos logements, c'est des emplois qui ne sont pas délocalisables. Donc on voit bien que si on a ce vaste chantier de réhabilitation, on va créer des emplois et qui sont des emplois en France. Et ça va stimuler de l'activité économique, donc le modèle le montre. Bon, là encore, c'est des débats d'experts, j'en conviens. Je suis étudiant, je ne veux pas me planter, c'est quoi les secteurs vers lesquels il ne faut plutôt pas aller? C'est le secteur des énergies, de la production des énergies fossiles. Dans l'automobile, on va perdre des emplois sur certains secteurs d'activité, on va en gagner sur d'autres parce qu'on aura des véhicules et des services. Ce qu'on a beaucoup de mal à voir, et ce que je voulais dire avec le numérique, c'est qu'on voit bien que tous ces services de mobilité, c'est vrai que ça va nous faire consommer moins de véhicules, mais ça va créer des emplois dans ceux qui font ça. J'ai un exemple, on a soutenu un projet sur le Grand Lyon de mobilité durable, où il y a plusieurs facettes dans ce projet, mais il y en a une, c'est une prévision des trafics de tous les modes à 1 heure. C'est une première mondiale qui s'est faite, qui se réplique. Et cette prévision, elle est disponible sur les smartphones de tous les Lyonnais, et ça permet d'optimiser ces trajets. Ça fait baisser des consommations d'énergie, ça réduit le CO2. L'entreprise qui s'est impliquée, elle vient de gagner à Toronto
un marché de 7 millions de dollars pour répliquer cette expérience. Donc c'est aussi du business, c'est aussi des emplois. Donc si je suis ingénieur informatique, je candidate plutôt ici que chez PSA. Non, PSA a développé avec nous, on est co-investisseurs, là l'État aussi investit, hein, et c'est pas dans la dette, c'est un investissement non maastrichtien. On a développé un prototype de véhicule hybride sans batterie. C'est de l'air comprimé. Ce véhicule était exposé au salon de l'auto, au mondial de l'automobile. Malheureusement, il est encore un peu cher, les marchés, mais j'espère que ça viendra. Il y avait une question sur la précarité. Allez-y. C'est évidemment essentiel. Alors là, votre question est intéressante parce que vous dites faire en sorte que les ménages payent moins leur énergie. On sait que l'énergie, son prix va augmenter. Actuellement, il y a passagèrement une baisse, mais à long terme, tout le monde sait que ça va augmenter. Comment on fait? Et il faut qu'on réduise nos consommations. Donc on voit bien que notamment pour les logements, si on a des logements plus efficaces, on va baisser la facture, c'est clair. Néanmoins, il faut investir. Et comment accompagner les ménages les plus précaires pour investir? Et ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et c'est vrai que cette hausse, donc il faut conjuguer les deux, d'où cette idée dans le projet de loi d'un chèque énergie pour les ménages les plus vulnérables, mais que ce chèque il puisse servir certes à payer la facture si l'énergie est trop chère, mais qu'il puisse surtout servir peut-être à acheter des matériels plus performants que ce qu'ils ont. Néanmoins, c'est vrai qu'il faut prendre en compte cette perspective. On a réfléchi à 2030 la consommation. On voit que pour 80% de la population française, d'ici 2030, la consommation sera surtout sur du qualitatif. Mais il y a 20% de la population française pour qui l'accroissement des revenus servira aussi à consommer plus de matière et d'énergie. Donc il y a 20%, mais 80% pour lesquels ce sera du qualitatif. Qu'est-ce qu'on met dans ce chapitre qualitatif, par exemple? Sur du qualitatif, c'est plus effectivement d'immatériel, de services, des choses qui ont un impact beaucoup moins important sur la matière, l'énergie qu'on va consommer. D'accord. Moi, je voudrais juste te dire qu'il y a sans doute une méthode qui s'appelle la taxe carbone. Vous voulez dire, il y avait la taxe carbone, parce que maintenant, il faut être un peu sérieux. Envoyer du gaz carbonique dans l'atmosphère, c'est envoyer un déchet dans l'atmosphère gratuitement. Vous êtes en train de foutre en l'air la planète et on ne vous dit rien. Donc, il faut une pénalité quand on envoie un déchet. Après tout, quand on fout du papier gras par terre, on peut avoir une amende. On doit avoir la même chose pour le CO2. Toutes les entreprises qui sont sérieuses veulent un prix du carbone. Si vous mettez une taxe, un prix, une pénalité en l'envoi de carbone dans l'atmosphère, vous allez évidemment rendre plus compétitives toutes les autres sources d'énergie, bien entendu. Donc déjà, c'est bien. Et vous allez faire en sorte que les gens économisent l'énergie pour ne pas la gaspiller, parce que ça coûte cher à chaque fois qu'on envoie du CO2 pendant la transition, pendant laquelle on aura encore à faire de l'énergie fossile. Mais cette taxe CO2, elle va rapporter de l'argent. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne va pas aider les pauvres avec ? Et donc, le recyclage de la taxe carbone et la réaffectation d'une taxe carbone pour aider ceux qui sont en difficulté, c'est vraisemblablement la meilleure solution. Là, il y a la contribution climat-énergie. Il y a eu la taxe carbone appelée comme ça. Maintenant, ça s'appelle la contribution climat-énergie. C'est à peu près le même schéma. Ça rapporte combien aujourd'hui ? Vous savez, d'abord, c'est plus compliqué parce qu'en France, on a la TIPP. Donc, donc si vous voulez... Sur les carburants. Oui, verdir la fiscalité, parce que c'est ce qu'il faut faire. C'est un programme de gouvernement où on change complètement le système fiscal. Ce n'est pas telle taxe ou telle taxe, après on s'engueule et ça fait des manifs et tout, et on n'y arrive pas. Bon, donc c'est toute une histoire compliquée, mais il faut le faire absolument. Et on raconte cette histoire célèbre où je ne sais quel chef d'État français est allé se plaindre en Arabie Saoudite en disant « Vous avez augmenté le prix du pétrole, je ne vais jamais y arriver, c'est beaucoup trop cher, vous ne pouvez pas le baisser ». Et le roi a répondu « Très bien, je vous le fais gratuit, mais vous me filez les taxes ». Je voudrais rebondir sur la question de mademoiselle. Au fond, ce que vous nous dites, c'est on y arrivera encore moins parce qu'on est en période de crise économique. Comment aller dans une décarbonation de l'économie alors que tout va mal. Nous, on pense au contraire que c'est une possible sortie de crise que d'aller dans ce sens-là. Mais ça nécessite, et c'est bien pour ça que vous posez toutes ces questions, de faire une révolution, mais pas une révolution qui soit un grand soir
du réchauffement climatique, une révolution qui soit la révolution des petits pas, mais une révolution quand même. Je voudrais juste vous donner un exemple qui ne concerne pas exactement le sujet, mais qui vous rend tangible le fait qu'on est bien dans l'ordre de la transformation totale de nos modèles classiques qui sont dans nos têtes, à tous, même à l'évidence dans votre génération. Bon. Suez Environnement, par exemple, s'occupe de l'eau. Bon. L'eau, jusqu'à maintenant, il s'agissait de vendre des volumes d'eau. Donc, un modèle quantitatif de rémunération de l'eau. Alors qu'en même temps, on se dit, le vrai sujet sur l'eau, c'est la protection des ressources en eau. Bon. Comment on fait pour réconcilier ces deux enjeux et se dire, au fond, il faut qu'on incite nos clients, nos consommateurs à faire des économies d'eau, complètement contre-intuitif par rapport à une entreprise dont le modèle était de vendre de l'eau, première chose. Et puis deuxième chose, il faut que le modèle économique repose non plus sur du volume, mais sur de la performance environnementale. C'est-à-dire que je vais vous rémunérer, Madame Suez Environnement, si avec votre solution, vous avez moins émis de gaz à effet de serre, vous avez fait attention à la biodiversité, vous avez fait attention à la ressource que vous avez utilisée. Vous vous rendez bien compte que c'est une chose qui relève d'abord d'une transformation culturelle immense, immense. Donc évidemment, il y a tous les freins économiques dont on a parlé, il y a plus d'ailleurs de freins technologiques, mais il y a les freins économiques et politiques, et il y a ces freins culturels. Il ne faut pas qu'on les néglige. C'est pour ça qu'il faut qu'on les traite. Et c'est pour ça que ça demande pour le coup de l'audace, du courage. Moi, je salue mes collègues directeurs de développement durable dans les entreprises parce qu'ils sont, et il y en a quelques-uns dans la salle, ils sont en train de mener ce combat en étant à la fois des professionnels et des militants. Mais c'est bien ça le sujet. C'est bien celui d'une transformation culturelle. C'est pour ça que c'est pas simple. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, sur ce modèle alternatif que vous évoquez, est-ce que dans l'entreprise que vous représentez, vous avez chiffré ce que ça implique, par exemple, pour l'emploi? Est-ce que ça veut dire que vous passez par une période plus compliquée parce que peut-être vous ferez moins de chiffre d'affaires? Est-ce que ce genre de choses, vous l'avez modélisé? C'est plutôt de l'accompagnement interne à ces nouveaux métiers, parce que c'est plus la même chose. Donc il faut qu'on forme, il faut qu'on accompagne ces changements dans l'entreprise. Le changement. Il faut que l'entreprise tienne aussi. Et il faut que l'entreprise. Oui, mais alors la chance, enfin je ne vais pas parler que de moi, mais la chance, c'est qu'on a commencé cette transformation avant la crise. Ça aussi, c'est une grande question. Est-ce qu'on fait ces évolutions en période crise ou justement quand tout va bien? Nous, on a eu la chance de commencer assez tôt, donc d'être plutôt dans de l'anticipation. Donc, ça n'a pas, pendant que tous les signaux économiques étaient au vert, c'est ça que je veux dire. Donc, c'est pour ça que ça a été peut-être plus facile que dans d'autres endroits. Mais dans tout cela, l'accompagnement des salariés, l'accompagnement pour les faire passer d'un système de compétences à un autre, puisque c'était aussi votre question, Walter, elle est capitale. Dans les déchets, par exemple, quelqu'un qui triait les déchets entre hier et aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Maintenant, il est doté d'appareils à infrarouge pour faire un tri des déchets tel que ça permettra le recyclage derrière. Bon. Donc voilà, c'est pour donner la mesure de ce qui est en train de se jouer concrètement en ce moment. Il y avait une question sur sur les opportunités, on l'a un peu traité, mais sur la baisse des coûts pour les ménages aussi. Est-ce que la transition énergétique peut être une source de baisse des coûts pour les ménages à terme, on imagine, parce qu'à court terme? Un point là-dessus, effectivement, pour les ménages, alors il y a deux grands postes de consommation d'énergie, c'est dans le bâtiment, pour se chauffer, s'éclairer, etc. Et puis pour se déplacer. C'est les deux principaux coûts pour les ménages. On voit pour tout ce qui est des déplacements, il y a on a des équipements dont la durée de vie est de l'ordre de 10, une dizaine d'années, disons des véhicules. On peut changer de véhicule, on peut s'adapter, il y a des nouveaux services comme je l'évoquais. Et là, effectivement, il peut y avoir une transition progressive avec des véhicules de plus en plus performants à des coûts qu'on arrive à faire baisser. Sur le bâtiment, là on est quand même sur un stock de bâtiments. En gros, les 2/3 des bâtiments qui seront présents en 2050 existent déjà. Donc ce n'est pas du neuf, il faut réhabiliter des bâtiments. Et donc il y a un investissement à faire de la part des ménages
sur ce bâti. Alors dans le logement social, il y a des instruments qui existent pour la réhabilitation. Pour les ménages, il y a un certain nombre de dispositifs qui existent, mais effectivement, on se trouve dans une situation, si tout va bien, où le ménage investit, donc il a une dette, et il doit rembourser effectivement les emprunts, et sa facture va baisser. Donc effectivement, l'équilibre, c'est de regarder dans quelles conditions il est possible que ce remboursement soit inférieur à la réduction de facture qu'il a obtenue. Et on le voit que globalement, sur une période de 40 ans, effectivement, ce revenu ce revenu supplémentaire par cette différence de remboursement va s'accroître. Cela dit, au départ, effectivement, c'est du très long terme. Sur 30 ans, d'ici 2050, 40 ans à peu près, 30 à 40 ans, mais effectivement, c'est pendant les premières années qu'il y a cette difficulté, d'où la nécessité d'avoir des dispositifs d'aide, comme on a ces aides fiscales actuellement, l'éco-prêt à taux zéro, comme on a le crédit d'impôt développement durable, qui permettent aux ménages, notamment les moins fortunés, d'investir et de pouvoir atteindre le plus rapidement possible cette réduction et cet accroissement des revenus hors charge de l'énergie, dette incluse. D'accord. Je peux ajouter quelque chose. Mais je vous en prie. Ce que je voudrais ajouter, c'est que comme les problèmes sont mondiaux, la question des ménages à revenus modestes est encore plus compliquée à l'échelle mondiale, puisque vous avez plus d'1,5 milliard de personnes qui sont privées de toute énergie. Et donc c'est très très difficile, quand on essaye de réfléchir à une politique de lutte contre le changement climatique à l'échelle mondiale, c'est très difficile d'oublier, on ne peut pas oublier qu'il y a aussi des gens qui en manquent. Et donc on a cet effort double à faire, à la fois à répondre aux urgences pour sortir les gens de la misère, et à la fois lutter contre le changement climatique. Et bien c'est là qu'on a cette nouvelle génération de techniques extraordinaires. Par exemple, quel est l'avantage du photovoltaïque ou de l'éolienne? Il n'y a pas de combustible. Il n'y a pas de combustible. Et en plus, donc c'est formidable. Que votre problème, c'est l'investissement, c'est ce que disait François. Mais une fois que vous avez investi, coût marginal de production d'1 kilowatt, quasiment rien, quoi. C'est quasiment nul. Et je voudrais revenir sur ce que disait Hélène. Je pense que la transition énergétique, alors je ne sais pas si on sait exactement vers où on va, quoi. Je pense que c'est une révolution beaucoup plus large, puisqu'il s'agit de ne pas détruire la nature comme on l'a fait jusqu'à présent depuis 2000 ans. Je veux dire, on ne paye pas l'eau, on ne paye que la sueur des gens qui la transportent, qui la nettoient, qui l'amènent, etc. Et l'eau, on la paye? Non, on ne la paye pas. Est-ce qu'on paye le pétrole? Vous ne payez pas le pétrole, vous ne payez que les gens qui font des trous, qui font, etc. Un jour, il faut payer maintenant. C'est-à-dire qu'il faut rendre à la nature, mais il faut parce qu'autrement, on est en train de la détruire. Donc ce nouveau système où on se sert, on n'a pas de combustible, on se sert de ce qui arrive naturellement, où l'on réinvestit de l'argent dans la nature pour la remettre en état, c'est quelque chose d'absolument magnifique. C'est un magnifique projet de société. Et je ne suis pas certain que l'emploi soit le critère exclusif de la réussite de ce système. Parce que quand je vois maintenant les gens qui mettent des photovoltaïques sur le toit et qui deviennent producteurs, ce n'est pas un emploi. Et pourtant, ils ont un revenu supplémentaire. Ou quand je vois les gens qui font Blablacar ou je ne sais quoi, ou qui partagent leur appart, ou qui font du crowdfunding pour leurs projets, etc. Ça se déplace, ce sont des activités qui se développent en dehors de l'emploi. Ce n'est pas exactement la même chose. Et donc je pense que... C'est l'activité avec un revenu, mais ce n'est pas un emploi. Exactement, c'est une activité qui rémunère, hein, on a un revenu en nature en quelque sorte, et donc il se passe quelque chose de totalement neuf. C'est pour ça que c'est très difficile de répondre exactement ça fait combien d'emplois, je ne sais pas. Ça en fait, évidemment le bâtiment ça en fait beaucoup, mais il se passe aussi autre chose, l'invention de nouvelles activités qui ne sont pas comptabilisées en termes d'emploi. C'est clair, ça fait partie du changement. Je crois qu'on a traité toutes les questions. Est-ce que j'en ai oublié? Il faudrait qu'on aille vers la salle. Voilà. Donc, je vais vous demander de lever la main pour qu'on vous passe le micro et on va faire la même chose. Donc, on va prendre 2-3 questions que je vous demande de poser de façon concise pour que chacun ait la parole. Allez-y, on vous entend. Bonjour, je suis Jean-Luc Fessard. Et moi, une chose me perturbe, je travaille dans le monde de l'hôtellerie-restauration. Et une chose me perturbe, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de transition énergétique, on ne parle pas du tout d'alimentation. Alors, je n'ai pas les chiffres d'ailleurs sur la consommation d'énergie, mais moi, ce qui est intéressant, c'est de savoir que, par exemple, un steak de 200 grammes, c'est 3000 litres d'eau.
Donc la conclusion derrière, c'est qu'ils vont peut-être réduire sa consommation de viande. Et je suppose que c'est à peu près homothétique pour la consommation d'énergie, mais ça, je n'ai pas les éléments. Merci de cette question. Monsieur ici, sur le côté. Et puis je prends une troisième question. Monsieur ici. Et mesdames, vous êtes bienvenus. N'hésitez pas. Oui, et Jean-Louis Escafit, je suis secrétaire d'union locale de CFDT des Pays du Grand Biterrois. C'est sur ce territoire qu'il y a la zone d'emploi, qui a le record de France du taux de chômage, 175 chômeurs sur 1000 actifs. Donc la clé de la question de l'emploi est pour nous très forte. Et quand on a fait un accord pour le développement de l'emploi et des compétences sur ce territoire-là, qu'est-ce qu'on a mis en priorité? On a mis le bâtiment, et dans le bâtiment, qu'est-ce qu'on a mis en priorité? On a mis la nouvelle réglementation thermique pour que les entreprises soient capables de faire des appartements qui ne soient plus des courants d'air pour le froid et surtout chez nous pour le chaud. Parce que les enfants qui crèvent de chaleur dans les écoles au mois de juin ou de septembre, c'est déjà maintenant que ça se pose. Les intempéries mortelles, c'est chez nous que ça se pose. 4 morts à la Malou-les-Bains, emportés sur un camping, parce que non-entretien des cours d'eau, etc. Mais c'est des effets concrets sur lesquels on a à combattre, et c'est sur les territoires pertinents qu'il faut combattre. C'est pas, quand on parle de l'emploi sur le Grand Biterrois, c'est pas d'agrandir encore l'urbanisation de la métropole montpelliéraine. C'est avoir des moyens sur ce territoire-là, d'en faire un territoire pilote sur les économies d'énergie et sur les énergies renouvelables, parce qu'il y a des savoir-faire, et là-dessus, les organisations syndicales, salariées et patronales sont preneuses. Donc quand il y a des terrains comme ça, il faut absolument qu'on arrive à avoir des moyens européens qui viennent sur ce terrain-là. Autre exemple, sur ce territoire, on a un problème énorme de transport. Ce n'est pas qu'un enjeu local, c'est un enjeu local parce qu'il y a le transfert de population d'une ville à l'autre avec les TER, mais c'est aussi l'étranglement de la circulation entre la péninsule ibérique et le reste de l'Europe. L'enjeu concret, c'est 6000 camions par jour qui pourraient être passés de l'autoroute sur le rail, à condition de donner à la voie nouvelle la priorité sur le transport de fret et non pas sur des TGV à 350 km/h qui ne répondent pas aux besoins les plus criants. C'est sur ces questions-là qu'il faut absolument se mobiliser, et on voit que le terrain de mobilisation des acteurs de la société civile, c'est dans la proximité sur des territoires pertinents, en gros des zones d'emploi ou des bassins de vie, où là on peut dialoguer et faire des choses concrètes, y compris avec les collectivités publiques, en disant aux communes, donnez l'exemple, passe au réchauffement climatique, améliorer l'isolation des bâtiments scolaires, chauffer les bâtiments scolaires avec une complémentarité solaire thermique et non pas photovoltaïque, parce que quand on veut faire du chauffage, c'est du gaspillage de passer par l'électricité, et faites de la réalisation vertueuse qu'on pourra après démultiplier dans l'habitat social contre la précarité énergétique. Et là aussi, les acteurs se mobilisent. Concrètement, on a un projet d'une association de consommateurs avec Habitat et Humanisme, en liaison avec une grande mutuelle d'assurance, pour faire du micro-diagnostic thermique et aider les gens à faire les investissements les plus pertinents. Et ça va très vite. Dans les petits groupes de travail qui existent sur la ville, c'est 20 à 30% de réduction de la facture d'énergie et d'eau qui peut se faire sur des changements de comportement. Mais la mobilisation elle doit se faire dans la proximité et non pas des grands discours aux tribunes dans de belles salles de la Sorbonne. Cela dit, la vie n'étant pas binaire, on peut faire les deux. C'est pas interdit. Tout à fait. Merci beaucoup pour votre témoignage. Monsieur, vous demandiez la parole. Bonjour. Benjamin Chazelle. Je voulais revenir sur le frein qui est le frein des investissements et poser la question, quelles solutions audacieuses pourraient être envisagées pour réconcilier les temps de retour sur investissement des énergies renouvelables qui sont très longues et la logique rapide, politique et des entreprises qui veut que les résultats soient faits à court terme. Voilà. Je pense qu'il y a un frein à faire bouger et quelles solutions audacieuses peuvent être mises en place. Je pense qu'elles sont insuffisantes à l'heure actuelle et je pense que c'est un problème récurrent. Voilà. Très bien, merci pour cette question. Qui se sentirait de répondre à cette question très précisément? Hélène Valade. Alors, il y a deux choses dans votre question. Il y en a une qui est... je pense qu'il y a... quelles sont aussi les façons un peu innovantes de tracer les investissements de manière macroéconomique vers les technologies propres. C'est le premier sujet. Bon. Et alors moi, je suis très attentive à ce qui se passe, je ne sais pas si vous avez vu ça, autour des green bonds.
c'est-à-dire au fond des investissements qui vont être fléchés dans des technologies propres grâce à un check, enfin une évaluation du projet qui bénéficiera de l'investissement, et il n'en bénéficie que si il répond à un certain nombre de critères, et notamment ceux des gaz à effet de serre et ceux de la dimension environnementale de manière majeure. Je pense qu'il faut être attentif à ça, c'est extrêmement intéressant, parce que là, on tient une des solutions qui répond à attirer justement les investissements là où il faut. Bon. L'argent de ces green bonds, il viendrait d'où? Bah oui, il est sur les marchés. Ce sont des obligations, généralement. Je pense notamment à des grandes entreprises qui ont lancé, qui ont levé des obligations sur les marchés financiers, mais qui sont attribuées, ça s'appelle des obligations ouvertes, uniquement si elles s'appliquent à des projets particuliers, donc qui sont eux-mêmes screenés au regard d'un certain nombre de critères. Voilà. Et ces obligations, elles présentent des avantages pour l'entreprise qui les émet par rapport à des obligations classiques ou... Bah non. Oui, c'est du long terme. Oui, je comprends pas votre question. Oui. C'est en quoi cet outil financier est-il nouveau par rapport à un outil financier La nouveauté, classique? c'est que la levée de fonds est corrélée à l'objet sur lequel elle s'applique. C'est-à-dire que c'est de l'investissement qui est dédié à des projets verts, à des projets de technologie propre. C'est ça la différence par rapport à... Oui, c'est ça. D'accord. Non, mais c'est très bien, c'était ma question. Donc il y a un certain nombre d'entreprises qui se sont engagées dans cette aventure, et apparemment elle marche bien. Donc encore une fois, elle permet de flécher de l'argent là où il faut qu'il soit, hein, c'est-à-dire dans des projets propres. Voilà. Deuxième chose, comment peut-on innover à l'intérieur de l'entreprise pour répondre à ce que vous dites? C'est-à-dire, au fond, pour faciliter la mise en place de technologies bas carbone, par exemple, et cela en faisant prendre en compte aux décideurs une dimension un peu plus de long terme. Alors, il y a des choses que certaines entreprises commencent à faire, ce sont les prix fictifs du carbone en interne. Alors, pardon, c'est un peu technique, mais je vous prends un exemple concret. J'achète une pompe pour pomper l'eau, d'accord? Cette pompe, elle consomme de l'énergie. Bon. Je voudrais acheter une pompe qui est plus perfectionnée dans la mesure où elle consomme moins d'énergie, mais elle est un tout petit peu plus chère que la pompe précédente. Comment je fais pour faire en sorte d'acheter la seconde et pas la première? Eh bien, je donne le prix que cela aurait si on prenait en compte justement le prix du carbone. C'est pour ça que c'est un prix fictif du carbone. Et dans ce cas-là, je convainc mes interlocuteurs en interne sur ce raisonnement-là de dire, ben voilà, il faut mieux acheter la deuxième pompe que la première. Voilà. Donc il y a un certain nombre d'entreprises qui se lancent là-dedans en ce moment. C'est pareil, ça demande de l'audace parce que c'est pas le raisonnement classique, mais ça commence à marcher. Ça, c'est un pari qui fonctionnera si finalement il y a un vrai prix du carbone qui est donné demain. Donc on imagine que ces entreprises, dans le même temps, vous l'évoquiez, Brice Lalonde, vont appuyer, militer, faire du lobbying pour qu'une régulation, enfin en tout cas un prix du carbone à long terme, soit clairement explicité. Oui, exactement. Et récemment, comme le disait Hélène, il y a eu une réunion à New York, une espèce de sommet sur le climat, et c'était très impressionnant du côté de la finance, précisément. Et vous voyez même que la fondation Rockefeller, alors Rockefeller, pour ceux qui savent, c'est quand même l'ancêtre du pétrole, hein. Ça y est, ils abandonnent le pétrole. Ils ne veulent plus de combustibles fossiles dans leurs investissements, etc. Donc c'est quand même assez frappant, quoi. Et vous avez un mouvement de désinvestissement important avec des milliards, si je puis dire, où on commence à sortir le pétrole et le charbon, etc. Donc les entreprises et les financiers commencent à se préparer à l'après-charbon, du moins en tous les cas, hein. Bon, ils commencent à se dire, oh là là, ça peut arriver, etc. Il faut imaginer que vous ayez une année terrible avec 5 ou 6 cyclones, comme il y a eu aux Philippines, avec des vents à 300 km/h, ou comme à Sandy à New York. À ce moment-là, vous risquez d'avoir tout d'un coup un sommet en urgence, et bon, allez, on arrête le pétrole, on le laisse sous terre, on arrête le charbon, etc. Dans les hydrocarbures, il y a le pire, c'est le charbon, et le moins pire, c'est le gaz. Donc, si vous voulez, si vous remplacez le charbon par du gaz naturel, c'est déjà pas mal. Donc, vous êtes déjà en train de faire des progrès. Donc, voilà où nous en sommes. Et puis, je voudrais juste aussi dire aux syndicalistes qui est là et qui nous dit qu'il faut absolument travailler localement. Mais c'est évident qu'il faut travailler localement. C'est évident que ça se passe là aussi. Mais
Regardez, tous les jours, vous avez des types qui se noient dans la Méditerranée parce qu'ils sont en train d'essayer d'échapper à leur pays. En Syrie, vous avez eu, entre 2007 et 2011, une énorme sécheresse qui a envoyé la moitié des agriculteurs dans les villes, etc. Vous croyez qu'en France, on échappera à une crise de ce genre-là si ça devient de plus en plus grave dans tous ces pays? Non, on n'y échappera pas. Et donc, c'est très important d'avoir à la fois, vous savez ce qu'on disait toujours, agir localement et penser globalement. Il faut toujours faire ça, il faut toujours faire les deux. Moi, je suis frappé de voir des gens, dès qu'il fait froid en hiver, ils me disent « Oh, tu nous emmerdes avec tes histoires de changement climatique, regarde comme il fait froid ». Simplement, le même jour, ça brûle en Australie et ils ne le voient pas. Donc, il faut avoir un peu la tête globale quand même. J'avais un exemple sur les investissements de long terme que vous évoquiez. Les entreprises, comme l'a dit Hélène et Brice, s'organisent et effectivement essayent de préparer le long terme. Mais je crois que c'est aussi le rôle des pouvoirs publics et ce que nous faisons à l'ADEME, par exemple, avec les crédits investissements d'avenir qui ont été mis en place, on aide aussi à innover et à partager le risque. Je pense que c'est le rôle aussi des pouvoirs publics que d'aider les entreprises à partager, en fait, de les accompagner. Et comment ça se passe? On a investi, par exemple, avec Alstom sur une filiale qui s'appelle Alstom Offshore France, qui vise à développer des éoliennes pour l'offshore, donc des grosses éoliennes qui seront en mer. Investir sur ce type de technologie, et là, il s'agit de construire une usine qui va être inaugurée le mois prochain à Saint-Nazaire, qui va fabriquer des éoliennes offshore. Ce qu'on a fait, nous, on a créé une société avec Alstom, une filiale, on a mis en gros un tiers du capital. Et notre objectif, c'est que ça réussisse et qu'après, effectivement, on puisse, l'État, récupérer, il revendra sa part à cette société, Alstom, qui redeviendra propriétaire, mais on l'aura accompagné sur le risque pendant 6, 7, 10 ans. Et ça, c'est ce qu'on fait. Je pense qu'on le fait soit par des prises de participation, soit par des avances remboursables. Et à chaque fois, l'idée, c'est pas à fond perdu, on accompagne le risque, mais il y aura un retour. Et ça aide aussi à préparer le futur. Juste un point, si vous me permettez, sur l'alimentation. Oui, parce que je n'oublie pas la question. Oui. Dans nos scénarios, l'alimentation a pris une part importante. Alors, pas tant pour la quantité d'énergie, parce que l'agriculture n'est pas un secteur gros consommateur d'énergie, même s'il y a quand même des consommations, mais parce qu'elle a un rôle sur les émissions de gaz à effet de serre qui est important. Et donc, on a regardé effectivement, puisque évidemment l'alimentation est liée à l'agriculture, on a regardé qu'est-ce qui pouvait être en 2050 l'agriculture en France pour satisfaire les besoins de la population. Et là, on voit que si on a fait une assiette alimentaire, donc découpée, combien de viande, combien de céréales, etc. Et si effectivement on mange un peu moins de viande carnée, et une légère modification de notre assiette alimentaire, en suivant les recommandations d'ailleurs de l'Organisation mondiale de la santé, donc c'est pas quelque chose de... on arrive aussi à réduire de façon importante les émissions de gaz à effet de serre. Donc l'alimentation est certainement importante, d'autant que c'est un secteur où il va y avoir des concurrences très vives entre les usages alimentaires de l'agriculture et les usages industriels, y compris de la biomasse à des fins énergétiques. Donc c'est quelque chose qui est très important. Et manger des huîtres. Et manger des huîtres. Et vous savez pourquoi il faut manger des huîtres? À cause du CO2. Parce qu'elles stockent le CO2 dans la coquille. Et buvez de l'eau du robinet et pas des bouteilles en plastique? Alors, si on a d'autres conseils, alors les tomates locales, évidemment, de préférence. Et vous avez quelques expériences très intéressantes si la question de l'alimentation vous intéresse, à la ferme du Bec-et-Loing et la Bourdesière également, en Sologne, qui essaie de créer des modèles locaux d'agriculture moins consommatrices d'énergie, moins émettrices de gaz à effet de serre et moins consommatrices de pesticides également. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il nous reste 5 minutes. Alors on va devoir faire vite. On va prendre des dames. Madame, ici. Et puis... Madame, là, je vois pas bien parce que j'ai Madame ici, pardon, j'ai les spots dans les yeux. Oui, bonjour, Catherine Tissocol. Moi, je suis comme Hélène, un directeur du développement durable dans la métallurgie et j'ai aussi la chance de siéger au Conseil économique, social et environnemental, donc de travailler, j'allais dire au quotidien, en tout cas toutes les semaines, avec l'ensemble des parties prenantes. Et je voudrais rebondir à la fois sur ce qu'a dit ce monsieur de la CFDT sur les actions locales
et Brice Lalonde pour dire que c'est un message positif. Le travail qui avait été fait au CESE sur la transition énergétique convergeait complètement entre toutes les parties prenantes sur le fait qu'il devait y avoir ce mix entre l'international, le national et le local. Donc ce que je voudrais proposer à cette table ronde, si les intervenants sont d'accord, c'est un message positif sur la nécessaire, je dirais, mobilisation de toutes les parties prenantes, qu'on est chacun dans nos responsabilités respectives, parce que je crois sincèrement qu'il faut des grands engagements politiques et qu'il faut ce quotidien multi-acteurs. Merci pour ce message positif et mobilisateur, on espère, dans le cadre de la COP21 notamment. Madame, je m'appelle Nicole et je travaille... Pouvez-vous approcher le micro, s'il vous plaît? Ok. Je suis un petit peu nerveuse. Ok. Je vais peut-être dire une bêtise, mais bon, je souhaite le dire. Il y a les technologies qui existent. Ça, c'est bien. Merci. Le problème, c'est qu'il faut créer la demande. Pour créer la demande, il faut convaincre la population, la masse. L'être humain, il reçoit des journaux, de la télévision, des avis contradictoires sur l'impact environnemental, l'impact climat, le danger. Et nous, en termes de personnes, petites personnes qui essaient d'être un peu écolo et que on est tout seul, on ne voit pas la masse réagir avec nous, et on se sent un peu powerless. Dépourvu. Voilà, merci. Et l'autre chose, c'est le déni, denial. On vit dans le denial. Le déni, merci. On vit dans le denial. Et c'est une chose classique que l'homme, quand il a du mal à comprendre une situation comme un désastre, on a le mal à le digérer dans notre tête. Et le cerveau, it switches off. Et c'est ça, le déni. Donc, je suis d'accord avec vous, il faut convaincre la masse, il faut convaincre la population, il faut penser plus globalement. Mais comment? Comment? Alors, comment? Qui veut répondre à cette question? Peut-être juste un mot. Moi, je ne suis pas... Ça semble un peu pessimiste ce que vous dites, mais moi, j'avais un chiffre, là, on a fait une enquête, et plus de la moitié des Français pensent qu'il faut consommer mieux, et que consommer mieux, c'est consommer moins. Plus de la moitié des Français répondent ça. Et donc, je ne suis pas sûr que, malgré ces injonctions contradictoires, comme on le dit en sociologie, que nous subissons tous, je ne suis pas sûr que, effectivement, des modèles de pensée ne sont pas en train d'évoluer. Au contraire, quand on regarde ce qui se passe avec ces nouvelles pratiques, ces nouveaux services, ces nouvelles mobilités, moi, je serais plutôt optimiste. Il y a du travail à faire. Bon, nous, à l'ADEME, on essaye aussi de sensibiliser, mais je pense que je suis plutôt optimiste quand même, pour la masse, comme vous le dites. Reconnaissons quand même que quand on est au rayon alimentation ou quoi au caisse d'un supermarché et qu'on a un minimum de conviction et peut-être même plusieurs diplômes de Polytechnique, on ne sait pas trop comment choisir. Oui, pas toujours, mais en tout cas. Même certaines grandes sociétés de distribution commencent à évoluer, font des efforts. Alors des fois on peut se dire, voilà, le verre il est un peu pas assez vide ou pas assez plein, suivant comment on regarde, mais ça bouge quand même, ça bouge, partout, dans tous les secteurs. Sur cette question du comment, c'est la dernière question qui nous est posée aujourd'hui. Hélène Valade et Brice Lalonde. Moi, je pense que c'est l'exemple. On raconte toujours cette histoire, je ne sais pas si elle est vraie. Aux États-Unis, un groupe de quartier comme ça voulait persuader les habitants du quartier de faire des efforts en matière d'économie d'énergie. Alors ils ont commencé par dire c'est pour la planète. Alors ça n'a pas marché du tout, tout le monde s'en foutait. Ensuite ils ont dit mais dis donc, Mr. Jones là, il est vachement meilleur que vous pour les économies d'énergie. Et là, ça a marché du coup parce qu'ils voulaient tous faire comme M. Jones, le voisin, pour faire pareil ou faire mieux, etc. Et donc, si vous voulez, tout dépend de la manière dont vous le faites. Il y a des pays qui sont en train de passer complètement zéro carbone. Le Costa Rica, des îles, comme vous dites, etc. C'est en train donc de démontrer aux autres pays que c'est possible et que ça marche et qu'en plus on vit très bien comme ça. Et donc c'est grâce à l'exemple. Le voisin qui a installé du photovoltaïque ou un chauffe-eau solaire à côté et qui voit sa facture de chauffage diminuer et tout ça, c'est ça qui marche. Et donc
Je pense que c'est par l'exemple que c'est la meilleure solution, c'est comme ça. Je suis complètement d'accord. Ça marche aussi d'ailleurs pour les dirigeants, hein, que ce soit d'État ou d'entreprise. Hein. C'est à qui aura le meilleur engagement carbone par rapport à l'autre pays. En tout cas, on pourrait utiliser ça comme ressort pour faire avancer les choses. Hein. C'est une idée, je trouve. Moi, je dirais la participation. Je pense que, pour répondre à votre question, mademoiselle, je pense que le fait de rendre acteurs les citoyens d'un dispositif, par exemple, très concret de valorisation des déchets dans une ville donnée, dès lors qu'on est en capacité à créer une sorte de gouvernance multipartite locale entre la collectivité locale, l'entreprise et les citoyens ou des associations, là, je pense qu'on tient une méthode pour initier ces changements de comportement. On a déjà pas mal d'exemples comme cela et qui montrent bien que dès lors que la personne devient actrice, je pense notamment, l'exemple qui me vient à l'esprit, là, ce sont ces personnes qui utilisent justement maintenant leur smartphone pour nous renvoyer des exemples de pollution qui peuvent arriver dans un certain endroit, donc qui nous alertent là-dessus. Bon. Voilà, vous voyez, ces interactions qu'il y a entre différents acteurs me semblent vraiment de nature à faire évoluer les choses. Et je suis d'accord avec François, je pense que le tableau n'est pas aussi noir que celui que vous le décrivez, c'est-à-dire que lorsqu'on replace les choses dans un temps historique, c'est-à-dire, par exemple, lorsque l'on fait un peu l'analyse comparée dans le temps d'études d'opinion qui mesurent la préoccupation environnementale, par exemple, des Français ou des Européens, on voit que tout de même, la courbe est extrêmement ascendante par rapport aux 30 dernières années. Donc voilà, il faut aussi savoir naviguer entre des choses qui, certes, avancent très lentement au regard des enjeux, mais qui, en même temps, bougent quand même sacrément. Très bien, merci. Rendez-vous pour ceux qui suivent ces questions, non seulement pendant toute l'année 2015 jusqu'à la COP 21, mais à la suite, parce que tout ça ne sera finalement qu'un commencement. La Cité de la Réussite se poursuit cet après-midi et demain. Et merci d'encourager, de remercier les intervenants. À bientôt.